Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour mon second point lecture pour le mois de juillet. Je suis désolée, cette vidéo arrive avec un petit peu de retard puisqu'en théorie j'étais censée vous poster une vidéo chaque week-end durant le mois de juillet, mais à la toute fin du mois de juillet, sur les 4 derniers jours, j'ai eu énormément de travail puisque j'ai dû rattraper les heures que je n'avais pas faites sur le début du mois. Et du coup voilà, je n'ai pas eu le temps de filmer. J'avais du contenu à vous filmer mais juste pas le temps de le faire. D'où le petit retard dans cette vidéo. Du coup j'ai donc 5 romans à vous présenter comme d'habitude, à savoir tout d'abord Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, puis L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Ensuite ce sera Shades of Magic de Victoria Schwab. Puis La solitude est un cercueil de verre de Ray Bradbury. Et enfin pour terminer, Les derniers jours de Rabbit Eyes d'Anna McPartlin. Je vais donc démarrer tout de suite avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. C'est un roman qui est publié désormais chez Pocket après être sorti en grand format chez Erol. Pour ma part, c'est un roman dont j'entendais beaucoup parler et qui du coup m'intriguait. C'est un livre qui propose de mélanger le développement personnel et le roman contemporain. En fait, nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Camille, qui a 38 ans, qui a un mari, un CDI, un enfant, bref, tout ce qu'il faut pour être heureuse. Seulement, elle s'ennuie ferme et du coup, ça ne va pas très fort dans sa vie. Sa vie va changer le jour où elle va croiser par le plus grand hasard un homme qui s'appelle Claude et qui se présente à elle comme étant routinologue et qui donc lui propose de l'aider à résoudre ses petits tracas du quotidien à travers quelques conseils de développement personnel. Malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi, avec ce livre. En fait, j'ai trouvé que l'aspect développement personnel était plutôt intéressant et j'aime bien l'idée de l'introduire dans un roman contemporain. Et voilà, on voit que l'auteur se connaît en développement personnel, mais l'aspect roman contemporain m'a vraiment gênée. J'ai trouvé ça trop rapide, trop facile. J'ai trouvé que Camille avait une confiance aveugle en Claude qui m'a exaspérée, mais vraiment plus d'une fois. Et voilà, il y avait pas mal d'éléments qui m'ont dérangée dans ce roman et c'est ce qui a fait que je n'ai pas énormément apprécié ma lecture. Malgré tout, ça se lit quand même facilement, c'est un roman qui est très court, mais c'est vrai que je ne le trouve pas du tout à la hauteur de tout ce qu'on a pu en dire. Malgré tout, je suis contente d'avoir pu le découvrir. En fait, je l'ai gagné grâce au site lecteur.com qui mettait en jeu plusieurs exemplaires, je sais plus si c'était 10, 20 ou 30. Et comme j'étais curieuse de le lire, j'avais participé, donc voilà, je suis contente d'avoir pu le découvrir dans ce cadre-là. Mais je sais que ce n'est pas fait pour moi. Voilà. Du coup, je lui ai mis la note de 12 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, donc le premier tome de cette grande série qui est très connue et qui fait beaucoup parler d'elle. Elena Ferrante est une auteure italienne et donc elle a sorti cette série qui est actuellement, enfin qui est je crois terminée en 4 tomes en italien. Pour l'instant nous n'avons que 3 tomes en France et donc celui-ci est le premier. Pour ma part dans ma famille, ma grand-mère et ma mère les ont lus et ont beaucoup apprécié et donc voilà, elle me disait vraiment qu'il fallait que je me lance dedans. Du coup ma grand-mère m'a prêté son exemplaire papier et puis en même temps j'ai reçu une proposition de partenariat d'Audible sur la version numérique du même livre et j'ai trouvé que la version audio était vraiment très très bien lue et du coup c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Donc en fait j'ai lu les 2 tiers en version audio et 1 tiers à peu près en version papier. Sur la fin quand j'avais envie d'aller un petit peu plus vite dans la fin et de savoir comment allait se terminer ce premier tome. En fait, on y suit 2 jeunes filles qui grandissent dans les quartiers pauvres de Naples dans la fin des années 50. Il s'agit de Elena et Lila. Et donc voilà, on va suivre toute leur enfance et leur adolescence dans ce premier tome en tout cas. C'est un récit que j'ai bien apprécié. Après c'est vrai que c'est un récit qui prend son temps et c'est ce qui a gêné pas mal de personnes. C'est un récit vraiment qui s'installe tranquillement. Mais pour ma part ça ne m'a pas gênée, j'ai passé un bon moment avec cette histoire et à la découvrir, donc voilà, je lirai la suite, pas forcément tout de suite, je trouve pas que c'est un roman où voilà, on ait envie de se jeter sur la suite, mais j'ai quand même envie de la découvrir, je suis assez curieuse. Et vraiment, ouais, si c'est un roman dont vous entendez beaucoup parler et que ça vous tente et que vous n'avez pas trop peur des livres un petit peu lents, enfin qui prennent un peu leur temps, je vous invite à le découvrir. Après voilà, ça reste un livre qui n'est pas non plus
très très long, il fait 430 pages et ça se lit quand même assez facilement, donc voilà. Je suis contente d'avoir pu le découvrir et donc comme je le disais, j'ai trouvé que la version audio était vraiment excellente. Donc ouais, si vous êtes tenté de le découvrir en version audio, je trouve que c'est très adapté puisqu'en fait on suit un peu les mémoires d'Elena et de sa vie dans ce Naples et de ses souvenirs d'enfance, etc. Donc du coup c'est très adapté au fait d'avoir un seul narrateur qui raconte toute l'histoire et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Du coup je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu Shades of Magic de Victoria Ishvab, qui est un roman dont on entendait beaucoup parler, puisqu'il a fait énormément de bruit à sa sortie en VO. Et donc voilà, la version française était très attendue et Lumen l'a annoncé. En plus, il me semble qu'il avait annoncé peut-être un mois avant la sortie. Enfin bref, c'était très... c'était vraiment une surprise et une bonne surprise. Du coup voilà, je n'ai pas pu résister, j'ai fait mon petit mouton et comme tout le monde je l'ai acheté peu après sa sortie. Mais voilà, en plus de ça, c'est vrai que Lumen n'est pas forcément une maison d'édition avec laquelle j'accroche toujours. Je trouve qu'ils ont des parutions qui sont un petit peu trop proches de ce qu'on a l'habitude de voir en Young Adult. Après je me suis laissée tenter par celui-ci de par le fait que ce soit de la fantasy adolescente et vu que j'aime énormément la fantasy, voilà, forcément ça me tente plus. Et en plus j'ai entendu dire que, enfin j'avais beaucoup entendu dire que même si c'est de la fantasy adolescente, ça reste, enfin il n'empêche que voilà, des personnes plus âgées et plus habituées à de la fantasy, ils trouveront également leur compte et c'est ce qui m'a attirée et je trouve que c'est vrai. En fait, Victoria Ishvab a créé un univers dans lequel il y a plusieurs Londres qui sont superposés, à savoir donc le Londres gris qui est le nôtre et qui est donc dépourvu de magie. Ensuite, il y a le Londres rouge qui lui a vraiment énormément de magie et enfin, voilà, c'est une vie très fastueuse. Et après, il y a le Londres blanc, dans lequel il y a un petit peu de magie, mais il y a surtout deux frères et sœurs qui sont deux bons tyrans qui sont à la tête du royaume. Et pour terminer, le Londres noir qui a été condamné, et ce dont on apprendra un petit peu plus dans le roman. Et là-dedans, nous allons suivre Kel, notamment, qui est notre personnage principal et donc le personnage masculin. Kel a plusieurs métiers et fonctions, à savoir que tout d'abord donc il est messager royal et ce car il est un Antari. En fait c'est un magicien qui a la magie du sang, ce qui fait que voilà, il a des pouvoirs magiques mais surtout il a la capacité de passer d'un monde à l'autre et ce qui lui permet donc d'être messager royal et de faire parvenir des messages entre toutes les couronnes. C'est un personnage que j'ai vraiment bien apprécié, qui m'a beaucoup plu. Et puis il va croiser la route un peu par hasard de Lila, qui s'appelle de son vrai nom Delilah Bard, qui vient du Londres gris, sans magie. À savoir que c'est un Londres gris qui se passe sous Richard III, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est pas exactement actuel, hein. C'est un petit peu plus dans le passé. Et c'est elle un personnage très explosif et qui a une très grosse envie d'aventure et qui du coup voilà, va vouloir le suivre dans ses péripéties. Il y a un aspect qui a pas mal gêné certains des lecteurs et je voudrais revenir dessus, à savoir que beaucoup ont trouvé que c'était trop lent et que l'installation du monde surtout était trop lente. Et c'est vrai que voilà, l'histoire en elle-même ne commence qu'à partir peut-être de 150 pages, voire 200 pages sur les 500. Et du coup voilà, le reste, eh bien, on apprend à découvrir comment fonctionnent tous ces Londres, comment fonctionne le passage entre eux, etc. Mais pour ma part, j'aime beaucoup la fantasy et notamment j'aime beaucoup les installations des mondes et surtout quand c'est bien fait, et en l'occurrence j'ai trouvé que c'était très bien fait et du coup ça m'a beaucoup plu et ça m'a pas du tout gênée. En plus de ça, voilà, c'est du Lumen, c'est écrit vraiment, vraiment gros et ça se lit très facilement. Il y a également donc, oui, des débuts de chapitres qui sont comme ceci, qui sont très sympas. Et notamment, il faut quand même que je vous le montre, celui que j'ai posté sur Instagram parce que bon voilà.
la page de garde du 12e chapitre. Et je sais pas si vous, ça va vous sauter directement aux yeux ou si comme moi il va falloir un petit peu réfléchir avant de comprendre qu'ils ont écrit 12e avec un X et non avec un Z, ce qui est assez original, non? Mais bon, non vraiment c'est un livre que j'ai bien apprécié, j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai pas été non plus hyper méga emballée, mais ça m'a vraiment bien plu, j'ai passé un bon moment avec ce roman et j'ai très envie de découvrir la suite et donc je l'achèterai très probablement à sa sortie. Et oui, un dernier petit élément, moi ce qui me faisait peur vis-à-vis de la couverture, c'était que j'avais l'impression que j'allais voir venir une romance à des kilomètres à la ronde entre les deux personnages. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas le cas, et du coup je suis très contente. C'est pas exclu qu'il y ait de la romance dans les tomes suivants, mais en tout cas pour ce tome-ci, on est vraiment très tranquille. J'avais peur que ce soit un peu dégoulinant de romance, et ce n'est pas le cas du tout. Donc voilà, si comme moi vous aviez cette inquiétude au vu de la couverture, je vous invite à tout de même découvrir le roman. Ensuite, j'ai donc lu La solitude est un cercueil de verre de Ray Bradbury, publié chez De Noël dans leur collection Empreinte. C'est la maison d'édition de Noël qui m'a proposé de recevoir ce livre en partenariat, vu que maintenant je suis partenaire avec eux. Et en fait, si j'ai accepté, c'est pour deux raisons, à savoir tout d'abord que c'est un roman de Ray Bradbury, dont j'avais déjà lu Fahrenheit 451, qui m'avait plutôt bien plu, même si voilà, j'avais trouvé que le style était beaucoup trop ampoulé à mon goût. Et d'autre part, puisqu'en fait c'est un roman noir qui se passe dans les années 50 à Venise en Californie et que c'est vraiment un texte qui est connu comme étant un classique et un peu une référence en termes de roman noir et de cette époque. Et du coup voilà, le mélange des deux, ça avait fait que j'avais très envie de le découvrir. Du coup j'avais l'assurance que ce serait quand même un ouvrage de qualité vu que c'est Ray Bradbury, et en même temps un classique du genre, donc pourquoi pas, c'est pour ça que je me suis laissée tenter. En fait, nous allons suivre un jeune auteur qui est assez pauvre et qui a du mal à décoller, et il habite à Venise et il va tomber en fait par hasard sur un mort. Et contrairement à tout le monde qui pense que c'est un accident, etc., lui est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre. Et du coup, il va décider de mener sa petite enquête tout seul. Et donc, il va voir un peu différentes personnes, machin et tout ça. Et j'ai bien apprécié l'histoire. Après, j'ai été un petit peu perturbée par le rythme du roman, à savoir qu'il y a certains passages qui sont lents et où on retrouve l'écriture empoulée de Ray Bradbury avec des tournures de phrases compliquées et des choses un peu pour faire joli, on va dire. Et à côté de ça, il y a d'autres passages qui eux sont beaucoup plus fluides et qui se lisent beaucoup plus facilement et qui se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on pourrait faire actuellement. Donc voilà, le mélange des deux était un petit peu particulier et le dosage pas toujours très bien fait. Et c'est ce qui m'a un peu gênée et surtout ce qui a fait ralentir, je trouve, la lecture, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, malgré tout, je suis contente d'avoir pu découvrir ce roman et je lui ai mis la note de 14/20. Ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu Les derniers jours de Rabbit Eyes d'Anna McPartlin, qui est désormais publié aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais très envie de lire puisque j'ai adoré Mon midi, mon minuit de la même auteure, qui est paru cette année au Cherche Midi et auquel j'avais mis la note de 19/20, qui avait été un petit coup de cœur pour moi. Et du coup voilà, j'avais très envie du coup de découvrir son premier livre paru en France, à savoir Rabbit Eyes. Et dans ce livre en fait nous allons découvrir Rabbit, qui de son vrai prénom s'appelle Mia, et qui est une femme qui a, je sais plus exactement, entre 35 et 40 ans. Et en fait Rabbit a appris qu'elle est en phase terminale d'un cancer, et du coup elle est entrée dans une maison spécialisée, une maison d'accompagnement pour la fin de vie pour les personnes atteintes de cancer en phase terminale. Et du coup voilà, on a ce fond d'histoire qui est vraiment pas très joyeux. Et puis autour de ça en fait on va voir les points de vue de plein de personnages qui sont touchés de près ou de loin par le décès imminent de Rabbit Eyes. Et du coup voilà, on retrouve un petit peu le même principe que dans Mon midi, mon minuit, avec plein de personnages secondaires qui gravitent autour des personnages et de tout ça. Et j'ai trouvé que ces personnages secondaires étaient vraiment très intéressants, puisque je trouve qu'il y en a énormément qui sont très attachants et on se plaît vraiment à voir toute cette histoire. Et par ces personnages là on a à la fois
l'impact qu'a sur eux le décès de cette femme, et puis on a également tous leurs souvenirs liés à elle. Pour ma part, j'ai particulièrement été touchée par la maman dès le début, donc Molly, qui est une Irlandaise avec un sacré caractère, et puis également après, un petit peu après, par sa fille Juliette, qui est une jeune fille qui a 12 ans et qui vraiment elle garde espoir jusqu'au bout, alors que voilà, il n'y a plus d'espoir, sa mère est en phase terminale et voilà, il n'y a plus rien à espérer maintenant. Et ouais, du coup ce sont des passages qui étaient assez touchants et pas forcément évidents. Et il y a également le personnage du frère Davey, qui est un personnage qu'on apprend vraiment à apprécier au fur et à mesure du livre. Et puis forcément les passages autour de Johnny, son grand amour, et cela était particulièrement touchant et très beau. Donc voilà, vraiment c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, et je dois dire que même s'il y a un fond très triste et que je vous cache pas que j'ai versé des larmes à pas mal de passages du livre, à côté de ça il y a également beaucoup de passages drôles et oui, beaucoup d'humour. C'est un roman très touchant, très sincère, très vrai, et en même temps très drôle par certains passages. Et du coup ouais, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande. Et de manière générale, je vous recommande de vous tourner vers les ouvrages d'Anna McPartlin et vers l'auteur qu'elle est de manière générale. J'ai pu la rencontrer 2 fois, dont une fois avec une interview, etc. Et c'était juste génial. C'est une femme très très sympa et très drôle. Donc voilà, je vous invite à découvrir ça. Pour ma part, j'ai mis la note de 18/20 à Rabbit Eyes. Et c'est un livre que j'ai lu également d'ailleurs en lecture commune avec Milix, de la chaîne Milix Lecture. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une personne que j'aime beaucoup. En fait, on se suit depuis longtemps puisqu'on a commencé nos chaînes à peu près en même temps. Et voilà, en fait c'est elle qui a posté une photo sur Instagram disant qu'elle commençait cette lecture, et vu que je venais de finir la mienne et que je l'avais emmenée avec moi cet été, je lui ai dit « Ah mais viens, on fait une lecture commune !» Et du coup voilà, on l'a lu en lecture commune. Elle a un petit peu moins apprécié que moi, elle a été moins touchée, mais elle a quand même bien aimé. Et je suis contente d'avoir pu lire ce livre avec elle. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça et à aller voir également la chaîne d'Emily. Et sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu un ou plusieurs de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et puis donc pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!